Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Lavery de Billy, notre commanditaire de FTX Radio pour cette année. Donc, nous sommes en présence de Catherine Côté. Bonjour. Salut! Donc, aujourd'hui, on va faire un petit podcast et de Laurence. Désolée, j'ai oublié de Ben non, c'est pas grave. Bonjour! Donc, aujourd'hui, on va aborder un peu le sujet de la course au stage parce que ça s'en vient. Donc, Catherine va nous donner des conseils puis va parler un peu de comment ça fonctionne chez Lavery. Donc, premièrement, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui constitue un profil intéressant pour la course au stage? Oui, puis ça, je pense que c'est une question qui va intéresser les candidats parce qu'on se la fait poser tout le temps. En fait, ce que je réponds toujours, c'est il n'y a pas de recette gagnante. Tous les profils sont intéressants. Puis je pense pas qu'il faut diminuer ou favoriser un profil plus qu'un autre. Moi, je pense que c'est vraiment tout est dans la façon de présenter son profil. C'est quoi vos expériences de vie? C'est quoi vos expériences professionnelles? Qu'est-ce que ça vous a amené? Puis pourquoi ça ajoute à votre candidature? Ça peut être quelque chose d'aussi banal. Tu sais, moi, dans mon CV, il y avait, quand j'étais caissière aux Premières Moissons, vous pouvez me dire, c'est quoi le rapport avec un emploi dans le domaine juridique? Ben écoutez, j'avais été promue après 1 mois parce que je m'étais démarquée de mes pairs, parce que j'avais montré de l'initiative. Ben ça, c'est toutes des qualités qui sont transposables dans le milieu juridique. Fait que, tu sais, oui, être caissière aux Premières Moissons, c'est pas nécessairement en lien avec le domaine juridique, mais de la façon que j'ai approché l'emploi, ben ça, c'est des qualités qui sont transposables. Donc, je pense vraiment que c'est une façon de montrer l'information puis comment ça nous a formés comme personnes. Oui, d'ailleurs, est-ce que quand vous regardez les profils recherchés, vous regardez absolument de l'expérience juridique ou... Pas du tout, en fait. La plupart des gens là, qui appliquent, je dirais, n'ont pas d'expérience juridique, à moins d'avoir eu comme une carrière antérieure ou des fois un profil coop, là, mais de façon générale, puis je m'inclus là-dedans, là, la plupart des gens n'ont pas d'expérience juridique, puis c'est vraiment correct, là, on est conscient de ça, puis c'est vraiment juste de comment vous mettez le reste de vos expériences de l'avant. Parfait. Puis plusieurs des étudiants qui entament justement le processus de la course au stage se demandent est-ce qu'il faut connaître déjà le type de droit que l'on veut pratiquer pour postuler chez Lavery et est-ce possible de faire des rotations dans différents domaines de droit lors de notre stage? Oui, donc vraiment pas besoin de savoir quel domaine de droit vous voulez faire. Il y a certaines personnes qui le savent, ou du moins qui pensent le savoir, parce que ça peut toujours changer au terme du stage. Puis tant mieux, là, moi, j'admire les personnes qui savent déjà qu'ils veulent faire un certain type de droit. Des fois, ça a été influencé par des études antérieures ou des expériences professionnelles antérieures. Mais je vous dirais que c'est aussi vraiment une bonne chose de garder un esprit ouvert, surtout parce qu'en pratique, des fois, ça peut être très différent de ce qu'on apprend à l'école. Je pense entre autres à mon domaine de prédilection qui est le droit des affaires. Oui, on a des cours de droit des affaires, mais je ne pense pas que ça reflète très, très bien la pratique en droit des affaires qu'on découvre uniquement une fois qu'on est au cabinet. Donc, de rester ouvert d'esprit, des fois, ça peut être intéressant parce qu'on peut se retrouver des affinités avec soit certains groupes ou certains domaines de pratique une fois qu'on intègre le cabinet. Puis, moi, je suis un exemple très probant de ça. Là, j'avais aucune idée de quel groupe de pratique je voulais intégrer au terme de mon stage. Puis j'ai longtemps hésité entre le litige puis le droit des affaires. Des fois, c'est vraiment juste une question que tu t'entends bien avec les 2 groupes de pratique et tout. Puis éventuellement, j'ai choisi le droit des affaires, mais dans le sens que ça m'a pas nui. Au contraire, j'ai vraiment acquis différents réflexes. J'ai travaillé avec différentes personnes. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique par la suite. Oui. Parfait. Puis, dans le fond, tu sais, je sais que Lavery, vous avez 3 grands champs d'intérêt, 3 grands domaines de droit, si je peux dire ça comme ça. Je me demandais pour un étudiant qui voudrait plutôt pratiquer, par exemple, en droit de la santé, en droit de la famille, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'il passe par le processus de la course au stage aussi? Oui, définitivement. En fait, c'est ça. Puis, j'ai pas répondu à la question des stages rotatifs, mais dans le fond, on a
3 grands domaines de pratique, soit le travail, le litige, le droit des affaires, mais évidemment, ces grands domaines de pratique-là, c'est juste des enveloppes pour séparer les champs d'expertise du cabinet, mais il y a des sous-groupes au sein de ces 3 grands domaines d'expertise. Puis, par exemple, en litige, justement, ça englobe tout. Ça englobe le droit de la famille, litige civil commercial, litige d'assurance, droit de la santé. Donc, tu sais, vous pouvez faire... Oui, il faut passer à travers le processus de course au stage, mais à travers le stage, quand vous allez faire votre stage, par exemple, en litige, ben vous allez pouvoir toucher directement au droit de la santé à ce moment-là ou au droit de la famille ou n'importe quelle sous-spécialité qui vous intéresse. Puis, effectivement, on a un stage rotatif. Donc, pour les gens qui sont indécis, bien, ça peut être super intéressant parce que comme ça, vous... Puis aussi, même au terme d'un été comme étudiant, une fois que vous avez une offre de stage, on vous encourage fortement à faire un été. Puis ça vous permet de toucher à différents domaines de pratique puis d'ensuite déterminer quelles vont être vos 2 rotations de stage, chez Laverie du moins. Puis ça vous permet d'intégrer 2 groupes pendant 3 mois. Là, donc, ça vous donne un beau exposure, une belle expérience pour voir où est-ce que vous souhaitez continuer votre carrière par la suite. C'est bien parce que c'est les étudiants qui peuvent un peu choisir. Oui, exactement. Tu sais, ils nous disent c'est quoi leurs intérêts, puis nous, ensuite, on les place par rapport à ça. Puis, tu sais, même les gens c'est des discussions que j'ai eues récemment avec des stagiaires, mais les gens qui sont certains qui veulent faire un champ de pratique plus qu'un autre, moi, je les encourage quand même à faire une rotation là, parce que c'est important de travailler avec différents styles de personnes. C'est important de voir plusieurs différents domaines de la pratique, même si on est convaincu qu'on ne veut pas aller dans un certain champ, bien, au moins, ça nous fait développer des réflexes, ça nous fait voir juste un éventail de la pratique, puis quitte à confirmer que vraiment, on n'a pas d'intérêt par rapport à ça. Mais moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de bénéfique, de toucher à plusieurs types de droits. C'est vraiment important. Oui. Quelles sont les étapes clés pour se préparer à une entrevue? Donnez-moi une seconde. En fait... je dirais que la préparation à la course au stage, en général, c'est vraiment un gros travail d'introspection. Puis, comme je le mentionnais tantôt, c'est vraiment de se demander c'est quoi mes expériences antérieures, puis comment est-ce qu'elles peuvent apporter à ma candidature? Comment est-ce que je reflète ça, par exemple, dans ma lettre de présentation? Un conseil qui m'avait été donné dans le passé, c'est de passer à travers mon CV, puis de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, avec chacun de ces éléments-là de mon CV, qu'est-ce que moi, j'ai envie de mettre de l'avant? Donc, si on me pose une question en entrevue par rapport à cet élément-là de mon CV, qu'est-ce que j'en ai ressorti? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Puis qu'est-ce que je veux qu'il se rappelle après m'avoir posé cette question-là? Puis je pense que ça peut vraiment apporter parce qu'après, ça vous fait dire, OK, bon, ben cet élément-là, je pense que c'est vraiment comme ça que je me suis démarquée. Puis, un autre conseil en fait, une autre chose que moi, j'avais fait pendant ma course au stage puis que je conseille à tout le monde, c'est si vous avez l'occasion, parlez à vos anciens employeurs. Des fois, c'est vraiment intéressant de voir ce qui les a marqués. C'est quoi vos bons coups, vos faiblesses, vos forces, qu'est-ce que vous apportez dans une équipe. Ça peut être super intéressant. Puis, c'est une belle démarche. Puis moi, quand on me demandait en entrevue comment je m'étais préparer ma course au stage, le monde trouvait ça super intéressant que j'ai pris contact avec mes anciens employeurs. Puis aussi, ça peut nous donner des inspirations de « Ah, cet aspect-là de ma personnalité avait marqué cette personne-là pour laquelle j'ai travaillé. » Donc, moi, je suggère ça à tout le monde. T'sais, évidemment, c'est pas toujours possible, mais si vous avez l'occasion, ça peut être un processus super intéressant pour monter pour se préparer aux entrevues. Oui. C'est vraiment un très bon conseil. J'ai un dernier petit conseil par rapport à ça. Puis si vous avez l'occasion, faites des mock interviews, faites des entrevues de préparation. Puis ça peut être avec n'importe qui, de la famille, des amis, évidemment des collègues de classe, mais ça n'a pas besoin d'être des gens qui connaissent le domaine juridique. Des fois, ça peut être intéressant juste pour voir est-ce qu'on a des tics, est-ce qu'il y a des mots qu'on répète, est-ce qu'il y a des éléments de notre CV qu'on maîtrise peut-être moins bien. Ou même, ça peut être quelque chose de vraiment banal. Moi, quand j'avais fait ma préparation en entrevue, j'étais arrivée à la fin de l'entrevue, je n'étais plus capable de parler parce que je ne m'étais pas pris un verre d'eau. Puis là, ça avait sonné une cloche dans ma tête. Il faut absolument que je demande un verre d'eau quand je vais en entrevue parce que sinon, c'est dur de passer à travers. Donc, tu sais, c'est juste, ça enlève un stress après quand on arrive en entrevue parce qu'on se dit, je sais à quoi m'attendre, je sais qu'est-ce qui se passe mieux ou moins bien pour moi. C'est encore une fois un très bon conseil. Alors, parlant d'entrevues, quel genre de questions sont généralement posées lors des entrevues chez Laverie? Écoute, ça peut être tellement varié, mais je vous dirais qu'une question qui revient
pratiquement tout le temps, c'est toute variante de « parle-moi de toi ». Donc, je conseille vraiment de préparer cette question-là. Tu sais, c'est juste une question de donner un aperçu de comme son parcours, ses expériences, qui on est comme personne. Puis, en dedans de quelques minutes, il ne faut pas trop s'allonger, mais ça permet à vous de mettre de l'avant ce que vous voulez mettre de l'avant, puis peut-être après, ceux qui vous passent en entrevue vont cibler certains éléments de votre réponse, puis les reprendre en question. Donc, tu sais, ça peut être, vous pouvez sélectionner un peu qu'est-ce que vous décidez de mettre de l'avant par rapport à votre candidature, fait que vous pouvez définitivement l'utiliser à votre avantage. Aussi, si jamais vous avez un élément de votre profil qui surprend ou qui est un peu atypique. Tu sais, je pense à mon parcours à moi. J'avais fait une session à McGill avant d'aller en droit. Bien, tous les cabinets m'ont demandé pourquoi j'avais changé en droit. Tu sais, c'était quelque chose qui ressortait de mon profil. Et puis, j'avais un collègue dans le temps qui avait travaillé dans une cour à scrap. Mais ça aussi, ça sort de l'ordinaire. Fait que si vous savez que vous avez ce genre d'éléments surprises dans votre CV, mais peut-être préparez-vous un peu, pas une explication, tu sais, ça se voulait pas méchant, mais c'était juste pour dire, ça sort définitivement du lot, tu sais, parle-moi de ça. Fait que vous pouvez vous préparer dans ce sens-là. Puis le troisième type de questions que je dirais de préparer définitivement, c'est pourquoi vous voulez intégrer ce cabinet-là. Ouais. Tous les cabinets vont vouloir savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans leur cabinet parce que c'est un processus réciproque. Vous essayez d'impressionner les cabinets, mais les cabinets essayent aussi de vous impressionner, puis on veut recruter des gens qui ont envie d'être chez nous. Donc, c'est important de faire les devoirs. Si vous pouvez participer à des activités de recrutement, faites-le. Mais ciblez qu'est-ce qui vous intéresse chez ce cabinet-là parce qu'ils vont vouloir le savoir. Super. Puis je sais que des fois, on en parle souvent, là, en tout cas, les étudiants, on en entend parler. Mais tu sais, les fameuses questions qualité, défaut, est-ce qu'il y a des défauts que vous n'êtes pas tanné d'entendre, mais que c'est un classique, là, que les gens, il faut qu'ils trouvent autre chose, là? Ben, tu sais, c'est sûr que vous ne vous démarquerez pas du lot si vous dites que vous êtes perfectionniste. Je savais que ça allait être ça. Non, mais moi, j'invite vraiment les gens à se poser la question, tu sais. Pour de vrai, moi, je sais que, par exemple, un de mes défauts, c'est que des fois, je pourrais me faire plus confiance. Puis ça fait que je pourrais prendre un petit peu plus d'initiative dans certaines situations. Ben, je le sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille, puis c'est correct. Oui, c'est vrai, là, dites pas que vous n'êtes pas travaillant et que ça vous tente pas de faire du droit. Mais de trouver quelque chose qui est vrai, puis les gens vont le sentir si c'est authentique. C'est vrai. Mais tout défaut peut avoir une solution Exactement. Exactement. Puis d'en être conscient, c'est de ça. Tu sais, ça va démontrer à vos intervieweurs que vous avez réfléchi à la question, vous êtes conscient que c'est un problème. Qu'il y a eu une introspection. Exactement. Un peu. Ouais. Combien de temps à l'avance devrais-je arriver à mon entrevue? Très bonne question. Moi, je vous dirais le gros minimum, ça serait au moins d'être un 15 minutes dans les alentours du lieu de votre entrevue. Là. Pas nécessairement dans les bureaux, mais d'être proche. Puis juste en général, là, arriver d'avance. Aller dans un café proche, ça va vous enlever tout le stress relié à un retard. Oui. Surtout que la course au stage, souvent, c'est encore pendant l'hiver. Fait il y a des problèmes qui peuvent survenir. Mais, tu sais, règle générale, peut-être monter un 10 minutes d'avance, ça vous permet justement d'enlever vos bottes, enlever votre manteau, passer à la salle de bain s'il y a besoin. Puis, dans la plupart des bureaux, je vous dirais qu'il va y avoir un accueil là, d'étudiants, de stagiaires, des gens pour vous parler. Fait que ça vous permet aussi de vous délier un peu la langue avant d'aller en entrevue. Fait que moi, ma règle d'or, ce serait d'arriver bien d'avance autour des lieux, puis peut-être un 10 minutes avant au lieu de l'entrevue. Parfait. Et quand puis-je m'attendre à recevoir des nouvelles concernant le processus de recrutement? Donc, bien évidemment, moi, je parle du processus de recrutement selon l'entente de recrutement, là, dans le fond, de course au stage, parce que c'est ce que l'Avri de Billy suit. Donc, je vous invite à aller consulter. Il y a des dates vraiment précises par rapport à ça. De manière générale, en fait, le dépôt de candidature se fait en février. Puis ensuite, nous, on va évaluer les candidatures. Encore là, une fois, il y a des dates très précises par rapport au moment auquel on peut vous revenir. Là, c'est comme, je pense, la 3e semaine de février. Puis, généralement parlant, chaque cabinet a son propre processus, mais dans les 2 semaines de course au stage qui se trouvent à la fin mars, je vous dirais que de manière générale, les premières et 2e entrevues, s'il y a lieu, se passent durant la première semaine. Puis ensuite, il y a des événements durant la 2e semaine. Puis les offres se font cette année le 28 mars, je crois.
Parfait. Super. Dois-je m'attendre à devoir faire une partie de l'entrevue dans une autre langue, par exemple en anglais? Est-ce un problème si je suis en mesure de bien comprendre, mais que j'ai un accent plutôt prononcé à l'oral puisque c'est pas ma langue première? Bien, écoutez, de mon expérience pour le marché juridique à Montréal, évidemment, je pense que la plupart des cabinets vont aller vers une ou deux questions par entrevue dans une langue seconde parce que c'est un marché qui est extrêmement bilingue. Ouais. Cela dit, ça demande plus une compréhension que comme un verbal parfait, là, dans le sens que c'est normal que vous ne soyez pas parfait dans deux langues. Puis c'est quelque chose qui se travaille. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'est pas parfait ou qui pourrait s'améliorer dans une des deux langues, ce n'est pas un frein à une offre, surtout si cette personne-là démontre un désir de s'améliorer dans cette langue-là. Mais c'est sûr que je ne vous cacherai pas, souvent la pratique se fait dans les deux langues. Du moins, chez Laverie de Billet à Montréal, je vous confirme que ça se fait et en anglais et en français. Donc, si vous savez que vous avez des lacunes, bien, c'est correct, mais il faut peut-être faire des efforts pour améliorer ce côté-là. Un accent, par contre, ça, je parle même, moi, j'ai un accent en anglais, c'est pas très grave, là. Non. Dans le sens que tant que la compréhension est là, ça, c'est vraiment pas un problème. Moi, c'est tellement quelque chose qui me stresse. Ah ouais? Ben, tu sais, nous, on vient de la... Ben, pas de la région, mais ben oui, moi de la région, mais tu sais, toi de Québec, tu sais, on parle pas en anglais dans la vie de tous les jours. Mais non. Sauf c'est correct, tu sais, je parle... C'est rare des gens qui vraiment font tous les pans de leur vie dans deux langues. Fait qu'il va toujours y avoir une langue dominante sur une autre, ou du moins dans la majorité des cas. Puis c'est vraiment pas un problème. Tant qu'il y a une certaine compréhension ou un désir vraiment de s'améliorer, je pense vraiment pas que c'est un problème, là. Surtout, tu sais, je sais, l'accent, moi aussi, là, au début, c'était quelque chose que j'aimais pas, mais tu sais, on apprend à passer au-dessus. Puis, tu sais, tant que le monde sont capables de nous comprendre. En fait, là, ailleurs dans le monde, parce que moi, si vous avez écouté notre autre podcast, vous savez que j'ai été pratiquée à l'étranger pendant 5 ans. Puis les gens sont juste impressionnés qu'on parle parfaitement deux langues. Eux, ils comprenaient pas que le français, c'était ma langue maternelle. Ils comprenaient pas que l'anglais, moi, j'avais appris ça à 12 ans. Ils étaient vraiment, vraiment impressionnés. Donc, tu sais, je pense qu'on peut juste se féliciter d'être capable de parler deux langues puis d'oublier notre accent. C'est vrai. Mais je pense que ce qui stresse les étudiants, c'est surtout d'aborder des termes juridiques en anglais. Oui, mais ça se développe honnêtement. Puis si on revient au processus de la course au stage, en entrevue, c'est rare qu'ils vont vous poser une question plus axée sur le juridique. Tu sais, moi, de mon expérience, puis ça se peut qu'il y ait des cabinets qui fassent ça de manière différente, là, mais de mon expérience, ils veulent juste t'entendre parler en anglais pour s'assurer ou en français, là, cela dit, là, c'est vice-versa. Ils vont poser des questions relativement pas de base, mais qui sont plus faciles à répondre dans une langue seconde. Le but, c'est pas de piéger personne. Là. Puis je vous dirais que de manière générale aussi, la lettre de présentation, ça aide à déterminer c'est quoi votre langue de prédilection. Puis la plupart des bureaux vont faire les entrevues dans votre langue préférée. Oui. Parfait. Et ensuite, comment devrais-je m'habiller pour passer une entrevue? Est-ce que le veston est un must ou est-ce qu'il y a des couleurs à éviter? Bien, écoutez, moi, je suis de la vieille école, puis je vous dirais, habillez-vous de manière plus professionnelle que moins. Ouais. Tu sais, je sais qu'avec le post-COVID, les tenues décontractées sont peut-être un peu plus de mise maintenant dans les cabinets. Cela dit, ça reste la course au stage. Ouais. C'est votre première impression. Moi, je m'habillerais de façon plus professionnelle. Gardez le décontracté pour plus tard. Ouais. Si c'était juste de moi, je porterais définitivement je parle pour les hommes, là, un veston puis une cravate. Puis même pour les femmes, tu sais, allez-y d'une petite robe avec veston ou tout autre habit. Là, ça peut être pantalon, jupe, comme vous voulez. Puis, pour ce qui est des couleurs, ben, vous pouvez laisser aller votre personnalité. Ouais. C'est sûr que si vous portez un habit rouge, vous allez probablement vous faire remarquer, mais si c'est ça que vous voulez, ben, tant mieux. On va se souvenir. Puis, un petit conseil comme ça pour les femmes de ce monde qui y vont en bas collant, apportez-vous donc une paire de rechanges dans votre sac. Ça va vous éviter des stress. Excellente idée parce que ça déchire facilement des fois. Puis aussi, là, tu sais, il n'y a pas de stress à y aller avec des bottes, là. Habillez-vous
habillez-vous en conséquence du temps à l'extérieur. OK. Là. Oubliez les beaux manteaux cute. Là. Il y a toujours des vestiaires où vous allez pouvoir laisser vos habits. Laissez vos talons pour l'entrevue ou vos souliers plus propres. Là. Mais allez pas dans la neige ou dans la gadoue avec ça. Vous allez avoir les pieds mouillés. Vous allez avoir froid. Vous voulez être confortable pour votre entrevue. Fait, habillez-vous pour les circonstances extérieures. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. C'est bon. Est-ce que pendant vos entrevues, vous posez des fois des questions concernant des faits juridiques nouveaux, dans le fond, de l'actualité juridique qu'il faut connaître, par exemple? Tu sais, un étudiant qui voudrait passer une entrevue, est-ce qu'il faut qu'il se prépare à l'actualité juridique? Ça dépend vraiment des cabinets. Je dirais qu'il y en a que oui. Ben, en tout cas, de mon expérience de course au stage, puis ça fait quand même quasi 10 ans. Mais je vous dirais qu'il y a certains cabinets qui posent des questions sur l'actualité juridique. C'est juste, des fois, c'est pour vous faire parler d'autre chose que juste votre candidature, pour voir comment vous réagissez. Moi, je me rappelle que dans le temps, la grosse nouvelle, c'était la fiducie sans droit de regard de Pierre-Carl Pelado, puis un cabinet m'avait posé une question là-dessus, j'étais comme... mais écoutez, tu sais, je vous conseille de lire les nouvelles si vous les lisez pas au quotidien, peut-être dans cette période-là. Ça évite des stress des fois en entrevue, mais ça dépend vraiment des cabinets. Il y en a qui vont vraiment pas axer là-dessus. Personnellement, c'est pas mes questions de préférence parce que je trouve pas que ça apporte beaucoup de choses, mais ça se peut que vous ayez ce genre de questions-là. Donc, définitivement, je lirais l'actualité. En ce qui a trait des questions plus juridiques, encore là, ça dépend vraiment des cabinets, mais mon expérience, c'était que c'était plus des questions juridiques par rapport à mon parcours. Entre autres, moi, on m'avait posé une question par rapport à mon projet que j'avais fait à l'école en droit de la famille, là, entre autres. Mais tu sais, d'habitude, c'est ciblé à des choses qu'ils savent que vous avez travaillé là-dessus, là, ou que vous avez approfondi, ou si vous avez déjà écrit un article par le passé. D'habitude, c'est plus relié à quelque chose que vous avez mis dans votre candidature. Là. Je pense pas qu'il y ait vraiment des questions techniques. On garde la formation juridique pour quand vous arrivez à nos bureaux. Super. Je sais qu'il y a des cabinets qui font des grosses mises en scène. Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Oui. C'est vrai que des fois, il y a des mises en scène éthiques. OK, mais pas niveau juridique. Ça serait vraiment surprenant. Là. Et je pense que ça, c'est peut-être plus dans d'autres domaines de droit. Là. Je sais que les entrevues, par exemple, au DPCP sont assez intenses. Mais en termes de grands cabinets, non. C'est vrai, par contre, que des fois, il y a des mises en situation éthiques. Restez authentique à vos valeurs. Là, je parle... vous allez être capable de répondre à ces questions-là, sans doute. Faut juste pas il faut briser la carapace qu'on veut donner comme première impression, puis juste montrer qu'on est vraiment. Exactement. Suivez vos instincts pour ces questions-là. Là. C'est ça qu'on veut voir aussi. Là. Pensez pas à qu'est-ce que le cabinet veut entendre. Pensez à c'est quoi la bonne chose à faire dans ces situations-là, puis probablement que c'est la bonne réponse de toute façon. C'est ça. Absolument. Est-ce que tu avais d'autres questions, Laurence? Ben là, on parle des questions d'entrevue, puis moi, j'ai entendu des petites rumeurs comme quoi, dans certains cabinets, posent des questions comme « si tu pouvais être une couleur, laquelle serais-tu? » Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut C'est drôle confirmer, parce que c'est des rumeurs qui existent depuis plus de 10 ans, je le confirme. Écoutez, moi, je ne connais pas de cas réel à qui c'est arrivé. Cela dit, c'est des rumeurs qui partent dans quelque part. Moi, j'avais entendu « Quel fromage es-tu? » Oh, non. Non. Ça, je sais pas ce que je répondrais. Mais tu sais, si un cabinet vous pose cette question-là, pour vrai, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment travailler je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Imagine, tu réponds fromage bleu. Je sais pas. Mais c'est drôle. Il peut tellement avoir de n'importe quoi comme question. C'est vraiment varié. Tu sais, vous pouvez contrôler juste un certain nombre de choses, puis ça, c'est vraiment votre CV, puis qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant. Après ça, tu sais, des fois, vous allez trouver des entrevues qui se passent super bien, puis vous savez pas trop pourquoi, puis il y en a d'autres qui se passent moins bien, puis même chose, ça a peut-être juste moins bien cliqué, tu sais, c'est une question de panel des fois, c'est une question de moment de la journée. Moi, je me rappelle, je trouvais que j'étais meilleure dans mes entrevues du matin que de l'après-midi. Préférence personnelle, je suis plus une fille matinale. Mais il y a tellement de facteurs externes que, tu sais, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, puis après ça, just enjoy the ride. Exactement. Puis, est-ce que vous faites un peu comme, pas des entrevues personnalisées, mais un peu quand même selon, tu sais, tantôt tu disais que des fois tu vas poser des questions concernant un article qu'un étudiant a fait. Est-ce que quand même les entrevues sont personnalisées un minimum? Définitivement. Je parle, on lit votre profil, vous allez nous parler de vous.
c'est sûr qu'on veut en savoir sur vous, là, fait qu'on n'a comme pas le choix d'aller gratter sur Ouais, ce qui c'est vous ça. est personnel. C'est sûr qu'il y a peut-être des questions plus standards qu'on veut savoir. On veut pouvoir avoir un point de comparaison pour tout le monde, entre autres, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cabinet. Mais oui, définitivement, il faut que ce soit une entrevue personnalisée. Sinon, on ne peut pas vraiment apprendre à vous connaître. C'est vrai. C'est super. Ben, je pense qu'on est tous prêts à aller passer nos entrevues. Ouais. Non. Ça prend un peu plus de préparation, comme on l'a vu, mais ça s'est super bien passé. Laurence, t'avais-tu... Moi, tout est beau. Parfait. Ben, bonne chance à tous pour la course au stage, puis au plaisir de vous y voir. Oui. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.